Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés sur cette série Booster votre immunité, booster votre santé globale. Et aujourd'hui, je viens en fait pour faire droit à une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises ces jours-ci. Nous sommes en automne, la fraîcheur commence à se faire sentir et les mauvaises nouvelles tombent pour l'avenir en termes d'augmentation de l'électricité, d'augmentation du gaz, d'augmentation du fuel, bref, augmentation de tout ce qui nous permet de chauffer les maisons. Entre autres mauvaises nouvelles de pénurie ici ou là. Chaussures, vêtements, etc. Il y a plein de choses qui commencent à se poser en termes de pénurie. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, mais il y a quelque temps, dans des vidéos, dans des webinaires, dans des parcours, etc., tu parlais de comment obtenir la chaleur, comment moins chauffer, comment vivre sans chauffage, etc. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça regroupé ? Mais en fait, on ne pouvait pas trouver tout ça regroupé parce que c'est vrai que ce sont des indications que je donne volontiers à droite et à gauche, mais je n'avais jamais enregistré vraiment quelque chose de global là-dessus. J'ai donc décidé de le faire et de le faire dans cette série qui parle de santé, parce que la chaleur de laquelle on s'environne, dans laquelle on vit, eh bien, ça participe aussi à la santé. Alors, il y a deux choses en termes de chaleur. Il y a la nôtre, puisque nous sommes des organismes vivants qui possédons la possibilité de réguler notre chaleur. Nous sommes thermorégulés, c'est-à-dire que, en fonction de la température extérieure, nous modifions la production de chaleur, puisque nous en produisons. Nous sommes des chaudières, en quelque sorte, à thermostat, de surcroît. Et il y a la chaleur de l'environnement. Bon, alors, ça n'est un secret pour personne que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait du pétrole en abondance, on avait la possibilité de chauffer pour 3 francs 6 sous, en tout cas jusque dans les années 74-75. Il y a eu un certain nombre d'années pendant lesquelles, bien vraiment, ça ne coûtait rien de se chauffer. Donc on a construit des maisons en papier mâché, sans isolation ou presque, puisque de toute façon on pouvait monter le thermostat de la chaudière, il n'y avait pas beaucoup d'importance, chauffer l'atmosphère certes, mais ça n'avait aucune importance. On n'était pas du tout conscient que balancer du pétrole, balancer des fumées, balancer du CO2, tout ça, c'était pas bien. Donc voilà, quand on n'a pas la conscience, on ne peut pas en vouloir aux gens qui n'ont pas la conscience de faire quelque chose de nuisible, hein. Et ce pétrole, il a servi aussi à nous fabriquer tout un tas de vêtements, absolument pas chauds, tout un tas de vêtements en poly-ceci ou en poly-cela, qui sont effectivement des polymères de pétrole, des polymères de molécules obtenues par le pétrole. Ce sont des vêtements pas du tout chauds, voilà. Pas du tout respirants non plus. Et puis, les gens se sont habitués, donc il y a plusieurs générations qui se sont habituées à vivre comme ça. On a vu des choses, les gens de ma génération ont vu des choses complètement aberrantes chez les plus jeunes générations, c'est-à-dire des gens qui vivaient la fenêtre ouverte, avec le chauffage à fond, en t-shirt, à la maison en hiver. Voilà, parce qu'on a envie de vivre en t-shirt à la maison en hiver, on chauffe à 25 ou 26, parce que c'est la température confortable pour être en t-shirt. Et tout ça à coup de chauffage. Bon. Là, comme je viens de vous le dire, on est arrivé au stade où même les gens les plus climato-sceptiques et économico-d'énergie sceptiques se disent mais il va peut-être falloir que je fasse quelque chose parce que le climat je m'en fous, l'environnement je m'en balance, mais par contre mon porte-monnaie là, waouh, l'augmentation de la facture ça va être quelque chose de terrible. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Bon,
Il faut aller toucher les gens là où ils sont sensibles. Si c'est le porte-monnaie là où ils sont sensibles, je le regrette. J'aurais préféré que ce soit le cœur et le respect de l'environnement. Mais après tout, si c'est le porte-monnaie, il n'y a pas de petits bénéfices. Allons-y. Grâce au porte-monnaie, on va peut-être pouvoir économiser un petit peu de pollution. Bon, alors après cette longue introduction, voyons ce qu'il est possible de faire. Alors, tout d'abord, parlons de nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes producteurs de chaleur. Nous sommes producteurs de chaleur, moyennant que nous soyons en bonne santé et que nos outils de régulation fonctionnent bien. Nos outils de régulation fonctionneront d'autant mieux qu'on leur fera vivre la différence entre le chaud et le froid, mais pas brutalement, évidemment. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en hiver? Il fait froid. On le sait parce que la peau a des capteurs de température. La peau ressent le froid. Donc notre organisme est informé par les capteurs de notre peau que on va avoir besoin d'un petit peu plus de production de chaleur. Un petit peu plus de calories, hein, puisque la calorie, caleur, chaleur. La calorie, c'est l'unité de mesure de la température, en fait. De l'énergie qui produit de la température. Donc il va falloir produire plus de calories. Et il va falloir éviter, dans le même temps, de perdre des calories. Alors, produire plus de calories, pour produire des calories, on a besoin de carburant, nous aussi. On est comme la chaudière a besoin de fuel. Eh bien, nous, notre carburant, nous le trouvons pour tout le monde dans l'alimentation, pour les plus initiés aussi dans le prana, c'est-à-dire dans l'énergie qui nous environne. Il y a même des gens qui ne mangent pas du tout et qui se nourrissent de lumière, comme on dit couramment. Ce n'est pas tant la lumière qui les nourrit que le prana, c'est-à-dire l'énergie environnante. Ils savent en capter une grosse quantité. Tout le monde en capte un petit peu, même celui qui ignore totalement l'existence du prana est un peu nourri par le prana. Plus ou moins, selon les gens. Mais certaines personnes savent très bien se nourrir de prana. Ce que tout le monde peut faire, c'est se nourrir par l'alimentation. Se nourrir par l'alimentation en apportant au corps le carburant qui va permettre de fournir des calories. Alors ce carburant, essentiellement, il y a deux fournisseurs de calories importants, ce sont les graisses et les sucres. C'est le sucre qui fournit l'énergie en direct dans le sang. C'est le sucre qui permet aux muscles de travailler. Quand les muscles travaillent, ils dégagent de la chaleur. Vous le savez, quand vous bougez, quand vous faites du sport, quand vous remuez, quand vous êtes dans le mouvement, dans l'action, etc., vous dégagez de la chaleur. Vous n'avez pas froid. Là où vous avez froid, c'est quand vous arrêtez de bouger, vous êtes sur votre fauteuil, vous ne bougez plus. Donc, le muscle va produire de la chaleur à partir du sucre. L'organisme va produire de la chaleur à partir du sucre. Donc, l'organisme va avoir besoin de sucre. Le sucre le plus intéressant, les sucres, puisqu'il n'y a pas un sucre, mais des sucres, les sucres les plus intéressants sont ce que l'on appelle les sucres lents. Parce que les sucres rapides, petits morceaux de sucre blanc, bien raffinés, tout, mettez ça sur la langue, hop, ça va vous donner un coup de peps. Les gens qui ont tendance à l'hypoglycémie le savent. Le petit sucre là, hop. Mais ça dure pas, c'est un feu de paille. C'est exactement comme si vous mettiez une brindille dans la cheminée. Ça va s'enflammer très vite, très fort, mais ça va retomber tout de suite, ça va pas tenir. Il va falloir recourir aux sucres lents, et les sucres lents, ce sont les bûches dans les cheminées, qui vont être beaucoup plus longues à prendre feu, mais qui, une fois qu'elles vont avoir pris feu à cœur, vont diffuser de la chaleur pendant toute l'après-midi ou pendant toute la nuit. Ces sucres lents, on va les trouver, ce sont des molécules donc beaucoup plus complexes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle lents? Eh bien parce qu'ils sont longs à dégrader, ils sont longs à détailler pour l'organisme, et donc à chaque fois que l'organisme en coupe une rondelle, c'est comme un saucisson, si vous voulez, à chaque fois que l'organisme va couper une rondelle de saucisson, la chaleur va se produire. Donc plus il y aura de rondelles, et plus il y aura de moments de production de chaleur. Voilà, je simplifie un tout petit peu, c'est pas tout à fait sous forme de saucisson, mais c'est didactique. Donc, des sucres lents, vous le savez, les coureurs de marathon, quand ils prévoient d'avoir un marathon le lendemain matin, la veille au soir, ils font une pasta party, c'est-à-dire qu'ils mangent des pâtes. Ils mangent des pâtes parce que
les pâtes, ce sont des sucres lents et que leur organisme va stocker ces sucres et le lendemain, pendant leur marathon, leur organisme va saucissonner les sucres lents pour pouvoir leur apporter de l'énergie pendant les 42 km. Donc, par la nourriture, alimentation riche en sucre lent. Des pâtes, des céréales complètes si possible. Voilà. Autre pourvoyeur de calories de l'alimentation, les graisses. Parce que les graisses, en se dégradant, donnent aussi de la chaleur. Les graisses, en se dégradant, vous le savez, vous l'avez déjà entendu dire dans l'autre sens, on vous dit si vous mangez trop de sucre, votre organisme va stocker ça sous forme de graisse. Voilà, eh bien, c'est la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, la graisse va pouvoir produire de l'énergie aussi en étant dégradée par l'organisme. Donc, la graisse aussi est un carburant. Là, il va falloir faire attention, évidemment, il ne va pas falloir s'empiffrer de choses grasses, des acides gras indestructibles, là, qui produisent des choses, vous le savez, très mauvaises pour notre organisme. Il va falloir manger de bonnes graisses, de bonnes huiles végétales, notamment de l'huile d'olive, qui est une huile excellente pour la santé, des graisses animales indispensables, pourvoyeuses de vitamines, du type beurre en petite quantité, etc. Tout ça en quantité raisonnable. Les graisses transformées, les graisses cuites, les fritures, les huiles de palme, les margarines et les choses comme ça, non. Oui, ce sont des graisses et oui, elles donnent de la chaleur, mais non, on n'en mange pas parce qu'elles sont mauvaises pour la santé. Ok? Donc, il faut manger du gras, il faut manger du sucre un peu plus que pendant l'été. Pendant l'été, on n'en a pas besoin en fait. Pendant l'été, on n'a pas besoin de produire de la chaleur puisque la chaleur qui nous environne est plus forte quelquefois que la température de notre corps et que si on a besoin de calories en été, c'est plutôt pour produire de la fraîcheur, c'est-à-dire pour produire de la transpiration qui est un mécanisme de régulation de la température quand on a trop chaud. Donc première chose, l'alimentation. Je ne détaillerai pas plus. Des sucres, des gras, une alimentation suffisamment copieuse, c'est pas le moment l'hiver, c'est pas le moment de faire un régime. On a besoin de prendre un peu de poids, on a besoin de prendre un peu de graisse, parce que la graisse, c'est aussi un manteau qui va nous permettre de passer l'hiver. Les animaux qui hibernent, les ours par exemple, s'empiffrent littéralement pendant les quelques semaines juste avant leur hibernation. Pourquoi? Pour grossir, pour se faire un manteau de graisse. Les phoques qui vivent sur la banquise, qui sont le ventre à plat sur la glace, sont des animaux très gras, parce que la graisse est aussi un isolant naturel. Donc, n'ayez pas peur de prendre un petit peu de graisse autour, quelques petits bourrelets en hiver. C'est naturel, c'est le cycle de l'année. Après, il va y avoir, lorsqu'on apporte ce qu'il faut à l'organisme, il va y avoir production de chaleur. Et cette production de chaleur, elle n'est pas inépuisable. Donc, ce qui va être sensé, ce qui va être intelligent, ça va être de la garder, cette chaleur. Et pour la conserver, il va falloir, par notre manière de nous habiller, constituer une isolation autour de nous. Une véritable isolation. Comment est-ce que ça va se constituer l'isolation la plus efficace? Et là, ce que je vais vous dire, ça va valoir pour vous et ça va valoir pour votre maison. Une isolation efficace, c'est une isolation qui est faite non pas d'un matériau, mais de plusieurs couches de matériaux, entre lesquelles on laisse volontairement un petit espace, de façon à ce qu'il y ait de l'air entre les deux couches, et que cet air fasse une couche isolante de plus en se mettant à température. Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le plan vestimentaire? Bien, ça va vouloir dire que nous allons favoriser des matériaux respirants, c'est-à-dire des matériaux dont les fibres et le travail de tissage ou de tricot vont laisser la place à l'air.
Pourquoi est-ce qu'un tricot de laine est chaud? Eh bien parce que la laine, ce sont des fibres entre lesquelles voyage beaucoup d'air, et que dans un tricot, vous le savez, les brins de laine, entre les brins de laine, il y a de l'air. Et tout cet air va contribuer à l'isolation en se mettant à température. Donc, favoriser les matières naturelles. Favoriser auprès du corps des couches fines mais plus nombreuses, c'est-à-dire pas une seule couche, mais plusieurs couches fines. Il vaut mieux avoir 3 ou 4 couches de vêtements fins que 2 couches de vêtements épais, par exemple. Voilà, parce que entre chacune de ces couches, il y a la fameuse couche d'air, ça fait comme un millefeuille. Et si vous avez 4 couches de vêtements fins, puis un vêtement plus épais pour servir de blocage à l'entrée du froid en extérieur, en dernière couche, eh bien, la chaleur que vous produisez va rester à l'intérieur. Vous allez vous faire une espèce de cocon avec vos vêtements et vous allez garder la chaleur que vous produisez à l'intérieur de votre cocon. Donc, vous allez dépenser en fait beaucoup moins d'énergie. Ça, c'est une façon de s'habiller qui facilite l'économie d'énergie. Donc, on se couvre avec une couche fine de haut en bas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre aussi, si vous êtes en pantalon, si vous êtes en jupe, vous avez l'habitude de mettre un collant, mesdames, mais si vous êtes en pantalon, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à mettre un collant fin en laine et soie, de préférence, ou en lainage fin, ou en laine et coton, quelque chose de naturel, pas de nylon évidemment, quelque chose de naturel. Pourquoi pas de nylon? Parce que le nylon est un truc qui isole, qui ne laisse pas passer l'air, qui n'est pas respirant, comme on dit. Donc cette circulation d'air qui sert de régulateur thermique ne va pas se faire. C'est le principe d'ailleurs des polaires, où on crève de chaleur en dessous parce que y a rien qui respire. On crève de chaleur, on transpire, même en plein hiver, et on fabrique des mycoses. Donc on oublie les polaires. On revient à des matières naturelles, on revient à des matières tricotées ou tissées de manière naturelle, et on en met plusieurs couches, de haut en bas. Pensez à bien couvrir les pieds. Il n'est pas ridicule d'avoir des chaussettes. Remettez les chaussettes à la mode. Il suffit qu'on dise qu'elles sont à la mode et elles vont le redevenir. Les chaussettes de laine, de jour comme de nuit, sont un excellent moyen de garder sa chaleur. On perd beaucoup de chaleur par les pieds. Surtout si vous n'avez pas de chauffage par le sol. Si votre carrelage est glacé, si votre sol est glacé, vous perdez beaucoup de chaleur par les pieds. Pensez aussi dans vos maisons à mettre des petits tapis. Si vous êtes assis à votre bureau à un endroit, eh bien à l'endroit où vos pieds sont posés par terre, pensez à mettre un tapis. Voilà. De façon à isoler, de façon à ne pas risquer de perdre votre chaleur. Il va falloir être économe. Sur tous les plans, économisez votre chaleur. Ensuite, pour se réchauffer, boire chaud. Ne pas hésiter à boire chaud. Vous faites rentrer un peu de chaleur et vous faites rentrer un peu de liquide. Bien. Lorsqu'on est à son bureau plusieurs heures, lorsqu'on est dans son lit la nuit, lorsqu'on y arrive le soir, eh bien, je vous conseillerais volontiers la bouillotte. Pas besoin d'investir des fortunes dans des bouillottes en plastique. Achetez-vous une bouteille de limonade, servez un bon verre de limonade bien traditionnel, bien artisanal à vos enfants, qui est vendu dans une bouteille à système, qui s'ouvre, qui se ferme, avec un petit caoutchouc, vous savez, comme les bocaux. Lavez la bouteille de limonade, faites chauffer de l'eau à la bouilloire, remplissez la bouteille, hop, on l'entoure avec une serviette. Si on est un petit peu amateur, amatrice de travaux manuels, on crochette une petite doudoune pour la bouillotte. On met ça dans le lit, un petit moment avant de se coucher. On peut mettre ça au moment où on prépare son dîner, on remplit la bouillotte, on met ça dans le lit. Après, comme ça, quand on va se coucher, le lit est chaud, on ne grelotte pas. Dans le lit, aussi, on peut favoriser le multicouche. Alors, on peut dormir avec des chaussettes. Oui, c'est pas très sexy, mais vous savez, bon. Et on peut aussi dormir avec plusieurs couches. On peut aussi dormir avec un t-shirt fin, quelque chose de, voilà, un petit t-shirt en coton, et puis
une chemise de nuit ou un pyjama, en coton gratté par exemple, un petit pilou, quelque chose comme ça, un peu plus épais. Je sais, c'est pas sexy, je l'ai déjà entendu dire, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On n'a qu'à fermer les yeux et éteindre la lumière. Alors voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qui pouvait nous tenir chaud à l'intérieur. Quand on sort, on n'oublie pas de couvrir sa tête, on n'oublie pas de couvrir son cou. Je vous recommande de le faire tout le temps parce que c'est avec les pieds un des endroits par lesquels on attrape volontiers froid. Et on a déjà tendance à être assez tendu au niveau des trapèzes, mais si en plus on prend froid, on va être comme ça. Donc c'est pas bon. Couvrez votre cou avec là aussi des matières naturelles, du coton, des laines fines, des soies. Et lorsque vous sortez, bien sûr, si vous devez rester dehors un bon moment, couvrez-vous, mais tout ce qui n'est pas couvert, couvrez-vous la tête notamment. Beaucoup de gens prennent froid à la tête et quand on atteint un certain âge, il n'est pas très bon de soumettre ses comment dirais-je, de soumettre ses veines et ses artères cérébrales, son système vasculaire cérébral à des changements de température. C'est assez mauvais. Donc, on met un petit chapeau, on met un foulard, on met une capuche, on met ce qu'on veut, on met ce qu'on aime, mais on se couvre. En ce qui concerne la respiration, sachez que respirer froid, notamment si vous avez des soucis d'ordre cardiovasculaire, c'est très mauvais. Le froid va stimuler tout de suite la vasoconstriction et sur le cœur, sur un cœur qui a déjà des artères un petit peu fatiguées, c'est très mauvais. Donc je vous recommande évidemment, lorsque vous sortez, une écharpe en laine et vous la mettez devant votre nez. Comme ça cachera votre masque si vous en portez un et ce sera moins laid. Voilà. Pour les extrémités, les doigts sont fins. Le froid, il pénètre facilement. Vous savez que le premier endroit où on a froid, c'est les mains. On attrape volontiers l'onglet. Pour les gens qui prennent certains types de médicaments, qui ont un syndrome de Raynaud, dès qu'il fait froid, hop, on a les doigts morts au bout des doigts et ça fait mal. Alors mettez des gants, ou mettez les mains dans les poches, ou mettez les mains sous votre pull-over. Quand vous êtes au bureau et que vous êtes en train, par exemple, de regarder une conférence, mettez les mains sous votre pull-over, mettez les mains dans vos poches. Mettez les mains sous vos bras. Ça n'est pas discourtois. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, quand vous avez les bras comme ça, vous avez une posture fermée. Oui, vous avez une posture fermée au froid peut-être, ou vous êtes peut-être simplement en train de vous réchauffer les mains. Vous n'êtes pas simplement en train d'être grossier avec votre vis-à-vis. Voilà. Tout ce qui peut vous permettre de garder votre chaleur et de ne pas laisser rentrer le froid extérieur est le bienvenu. Sentez-vous libre, matière naturelle, plusieurs couches. Après, passons à la maison. Alors la maison, l'appartement, enfin le lieu de vie. Le lieu de vie, on peut rester, tant qu'il ne gèle pas à pierre fendre dehors, on peut rester avec un lieu de vie non chauffé. Il va convenir de l'isoler. Alors évidemment, on peut le faire isoler par des travaux, oui, ça c'est bien. On peut aussi isoler par des petits moyens personnels sans attraper la truelle. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Le soir, lorsque la température commence à baisser parce que le soleil se couche, fermez vos rideaux. Investissez dans des rideaux, cousez des rideaux, et les rideaux, même chose. Alors, on trouve des rideaux spéciaux pour l'isolation thermique, qui sont aussi des rideaux occultants, donc qui vous permettront de dormir dans le noir, et ce sera très bien. Moi, ce que je vous recommande, ces rideaux en général sont relativement onéreux, d'autant plus qu'ils ont des décorations. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter des rideaux isolants unis, qui coûtent beaucoup moins cher, et de les doubler avec des rideaux à votre goût. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà des rideaux. C'est très facile lorsqu'on a une tringle et des rideaux à œillets.
Il suffit de mettre les rideaux l'un sur l'autre. Bon, les œillets sont pas toujours en concordance. L'idéal étant bien sûr de les fabriquer soi-même. Vous achetez vos tissus, vous achetez vos œillets, vous mettez vos œillets en face. Je vous recommande pas de coudre l'isolant avec le rideau décoratif, on va dire, parce que c'est pas pratique pour le lavage, c'est pas pratique pour leur passage. Ayez des rideaux thermiques et mettez-les, accrochez-les à la tringle en doublure avec vos rideaux décoratifs. Le soir, au moment où le soleil se couche, si ce n'est pas une pièce dans laquelle vous avez besoin d'être, ou de toute façon s'il fait nuit, bah, vous n'allez pas, la fenêtre ne vous servira pas grand-chose de toute façon, donc fermez les rideaux. Et le lendemain, vous les rouvrirez lorsque le soleil donnera sur votre fenêtre, pas avant. Ouvrez bien sûr vos rideaux, ouvrez au soleil tout ce que vous pouvez, parce que le soleil va chauffer sur les carreaux, vous le savez, en été vous cherchez à vous en protéger. Donc ouvrez en hiver et laissez rentrer le soleil. Ouvrez les pièces au sud le plus possible, protégez les pièces au nord le plus possible. Même chose, si vous avez des Velux, confectionnez, peut-être l'avez-vous déjà fait, j'avais donné des petites infos à ce sujet dans une vidéo concernant l'isolation en été, mais elle reste valable en hiver. Si vous avez des Velux, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des systèmes isolants coûteux. Vous pouvez très bien isoler vos Velux à moindre coût. Prenez la dimension du Velux, vous taillez dans un carton d'emballage que vous trouvez n'importe où à la sortie d'un supermarché, dans une déchetterie. Vous taillez un carton légèrement plus petit que votre Velux, un demi-centimètre maximum. Ce carton, vous allez couper 1, 2, 3 couches de carton, ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Vous allez les coller ensemble. Si vous pouvez trouver ça se trouve pas très cher, un petit rouleau de feutrine isolante, quelque chose comme ça. Vous pouvez coller la feutrine sur votre carton, entre 2 couches de votre carton. Une couche de carton, une couche de feutrine, une couche de carton, une couche de feutrine, puis je finis en emballant mon carton complètement dans la feutrine. Je colle, j'agrafe. Côté extérieur du Velux, je peux même fignoler en scotchant au gros scotch une couche de papier d'aluminium qui va vous permettre en été de réfléchir la lumière du soleil, donc qui va vous servir d'isolant aussi bien en hiver qu'en été. Et ça, vous le coincez à l'intérieur le long contre votre vitre de Velux, à l'intérieur du cadre de votre Velux. N'hésitez pas aussi à doubler votre Velux si vous avez un rideau occultant ou isolant, eh bien avec un petit peu de scratch autocollant. Vous ajoutez une couche entre votre carton isolant, encore une couche qui va garder un peu d'air et qui va isoler encore mieux votre Velux. Bien sûr, si vous avez des rideaux de Velux, des rideaux automatiques, là, des stores, etc., vous les ajoutez. Tout ça, c'est très bien. Pour les fenêtres, eh bien, vous n'avez pas la possibilité, vous n'allez pas mettre des cartons à toutes vos fenêtres. Pour les fenêtres, vous avez certainement des volets, des persiennes. Fermez-les s'il fait très froid. S'il ne fait pas très froid, s'il ne gèle pas, si la température nocturne descend à 5-6 degrés, contentez-vous des rideaux, ça suffit. Pas la peine de mettre le branle-bas de combat, mais si vous avez du temps, vous pouvez aussi fermer vos volets tous les soirs. Pourquoi pas? Ça isolera encore un petit peu mieux votre maison. Si vous avez la chance d'avoir une maison avec une cheminée, en fin d'après-midi, lorsque le soleil commence à se coucher, faites-la tourner. Quand il fait vraiment très froid, que la température de la maison commence à descendre en dessous de 15 degrés, eh bien, allumez votre cheminée un peu plus longtemps. Allumez votre cheminée, laissez les portes de communication ouvertes. Si vous avez un étage, laissez la chaleur monter à l'étage. Et puis, n'hésitez pas, en hiver, à allumer les bougies. Les bougies, c'est joli, c'est zen. Quand on les regarde, c'est très agréable. Ça évite d'allumer la lumière jusque tard le soir. On peut vivre à la bougie très très longtemps. Et
ça dégage de la chaleur. Là, je viens de bouger ma main parce que j'étais presque en train de me brûler. Donc le photophore est chaud, il dégage de la chaleur, il fait radiateur. Ça n'est pas un moyen de chauffer la maison quand il fait moins 15. Mais lorsqu'il fait un petit peu frais, si vous allumez des bougies de manière très sécure, dans des photophores, elles ne risquent pas de couler, elles ne risquent pas de tomber, mettez-les dans des grands verres, mettez-les dans des grands vases, mettez-les dans des choses qui vont empêcher évidemment le risque d'incendie. Et si vous mettez 3, 4 bougies, une bougie par pièce, 2 bougies par pièce, etc., vous allez faire monter la température, peut-être d'1 degré, peut-être de 2 degrés. Il faudra certainement, à un moment donné, dans l'hiver, allumer le chauffage. Mais si vous vous couvrez bien, si vous conservez au maximum la température de votre maison, si vous mettez à profit toutes les sources de chaleur, eh bien, vous devriez pouvoir ne chauffer, même en zone tempérée, je ne parle pas des régions méditerranéennes, mais en dehors des zones de montagne, en France, vous devriez pouvoir ne chauffer que 2 mois par an. On peut arriver à tenir sans chauffage, en général pratiquement jusqu'à Noël, peut-être un peu avant si vous êtes très frileux, et on peut commencer à éteindre le chauffage en général vers la mi-février, au plus tard début mars. Donc, on calfeutre tout ce qu'on peut calfeutrer. Attention, évidemment, s'il gèle, mettez un minimum de chauffage. Pas tellement pour chauffer la maison, mais pour maintenir hors gel les tuyauteries qui sont, elles, en contact avec le froid extérieur. Mais, si on met la maison hors gel, si on chauffe au minimum, évidemment, on va dépenser beaucoup moins d'énergie que si on chauffe en permanence la maison à 25 degrés. Prenez en considération que chaque degré de chauffage correspond à 7% d'énergie. Si vous diminuez votre chauffage d'1 degré, vous économisez 7%. Si vous diminuez de 2 degrés, vous économisez 14%. 3 degrés, 21, etc. Je vous laisse faire la table de 7 tout seul. C'est important. Rendez-vous compte que si vous avez l'habitude de chauffer à 22 et que vous descendez ne serait-ce qu'à 17, ce qui est déjà chaud, ce qui est déjà trop chaud pour une chambre ne devrait jamais dépasser 16, mais on peut très bien dormir à 14. Eh bien, si vous économisez ces 5 degrés, vous allez économiser 35% sur votre facture d'énergie. 35%, ça n'est quand même pas négligeable. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire aussi? Eh bien, il y a moyen de se chauffer. Tout ce qui chauffe en hiver est bienvenu. En été, je vous ai recommandé d'éviter de cuisiner. Je vous ai dit manger plutôt froid. Lorsque vous cuisinez une bonne fois pour toutes, pour plusieurs jours, cuisez quelque chose pour plusieurs jours. Tant pis si vous mangez plusieurs fois la même chose, mais au moins ça vous évitera de balancer des calories pour réchauffer votre maison alors qu'il fait 40 degrés dehors. En hiver, je vais vous dire exactement le contraire. En hiver, je vous dirais, oui, là, vous pouvez cuisiner. Là, vous pouvez cuire au four. Si vous avez des choses qui se font au four, c'est en hiver qu'il faut les faire. Faites des pâtisseries, faites des gratins, faites des choses qui cuisent. Et ouvrez la porte de votre cuisine, plutôt que d'ouvrir la fenêtre de la cuisine pour éliminer la chaleur dehors, laissez la fenêtre fermée et ouvrez la porte de la cuisine pour que la chaleur de la cuisine se diffuse dans la maison. En hiver, bien sûr, vous mangez chaud, autant que vous pouvez, un plat chaud, ou vous buvez chaud. Si vous préférez manger froid, vous pouvez aussi. Mais l'idéal, pourquoi est-ce que les gens mangeaient de la soupe en hiver? Parce que la soupe, c'est chaud. Tout simplement. Voilà. Donc une bonne soupe bien chaude, ça vous fait gagner des calories avant d'aller au lit. Le lit. Le lit, il est comme le reste. Plusieurs couches. Une couette, pourquoi pas, en plume, par-dessus laquelle vous mettez une couverture en laine. Par exemple. Alors les gens disent, oui, c'est lourd. Eh bien, tant mieux si c'est lourd, parce qu'on dort beaucoup mieux. Il y a des gens qui s'achètent des couvertures gravité, des couvertures lestées, plombées, parce qu'on dort infiniment mieux
l'insomnie en général ne résiste pas à avoir quelque chose de lourd sur soi. C'est scientifiquement prouvé. Donc, mettez du lourd sur votre lit. Mettez une couette légère, mettez une couverture. Pourquoi pas 2 couvertures? Si vous ne chauffez pas du tout votre chambre, c'est génial. 2 couvertures. Pourquoi est-ce que les gens dormaient avec un bonnet de nuit dans le temps? À cause de ça, parce que les chambres n'étaient pas du tout chauffées. Les maisons n'avaient pas de chauffage, évidemment. Il n'y avait qu'une cheminée, et la cheminée, elle était dans la cuisine, et qui servait aussi de pièce principale. Et la chambre, qui était en général un petit peu loin de la cheminée, ou de la cuisinière à bois après, quand ça a été un peu plus moderne, dans la chambre, il faisait pas chaud du tout. Donc les gens bassinaient les lits avec des bouillottes, avec des bassinoires, c'est-à-dire de l'eau brûlante dans une espèce de grosse casserole qui fermait, une casserole à couvercle, ça s'appelait une bassinoire. On bassinait le lit, c'est-à-dire qu'on chauffait la surface du lit avant que les gens rentrent dedans, on mettait des bouillottes, des litres à l'air, et quand on se mettait au lit, on se couvrait, les gens avaient des chemises de nuit. Pourquoi des chemises plutôt que des pyjamas? Parce que la chemise de nuit, ça bâche. Et à l'intérieur de l'espace de la chemise de nuit, il y a ce fameux espace d'air chaud. Voilà, chaussettes, caleçons de nuit, il y avait aussi des caleçons de nuit, bonnets de nuit, tout ça, les gens avaient, parce que les maisons n'étaient pas du tout chauffées, et que quelquefois, il pouvait faire 4 ou 5 degrés dans une chambre à une époque, hein. Et quand on va visiter un château, on se rend compte qu'il y a dans les châteaux des tapisseries accrochées au mur et des tableaux accrochés au mur. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça fait une couche isolante. Pourquoi est-ce que dans le temps, dans les fermes, les gens avaient des lits à baldaquin? C'est-à-dire que les lits avaient des colonnes, un cadre comme ça, et il y avait un rideau autour du lit. Mais c'était, oui, un petit peu pour conserver son intimité, parce que quelquefois, il n'y avait qu'une pièce. Mais c'était surtout parce que cet espace fermé par le baldaquin était plus facile à chauffer par les corps des gens qui y dormaient. Et donc, à l'intérieur du baldaquin, il faisait plus chaud que de chauffer toute la pièce. Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre un baldaquin autour de votre lit, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, on vend des espèces de moustiquaires, alors qu'ils sont purement moustiquaires pour l'été. On vend des ciels de lit en tissu un petit peu plus épais. Si fin soit-il, ce ciel de lit va vous conserver aussi une petite chaleur pour votre nuit d'hiver. Voilà. Vous voyez que les choses sont quand même relativement faciles à mettre en place. Ce que je vous propose est facile à mettre en place. Cette augmentation du prix de l'énergie, elle est peut-être là pour nous faire prendre conscience que nous avons beaucoup trop abusé, nous avons beaucoup trop tiré sur la santé de la Terre et nous avons beaucoup trop tiré sur la nôtre. Tous ces enfants, tous ces bébés qui ont des bronchiolites sévères l'hiver, à l'époque où les enfants dormaient dans des pièces beaucoup moins chauffées, ils n'avaient pas ce type de pathologie, ils ne l'avaient pas autant, ils attrapaient quelquefois un rhume, mais un enfant qui joue dehors, qui ne vit pas de contraste important entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire dehors 4 degrés, intérieur 25 degrés, là eh ben, il va s'enrhumer à tous les coups. Si les écoles n'étaient pas chauffées à plus de 16 degrés, et les maisons non plus, les enfants auraient beaucoup moins de rhume. Les enfants seraient beaucoup moins malades et les bébés auraient beaucoup moins de bronchiolite. Voilà, je le dis souvent. Dans certains pays, les enfants font systématiquement la sieste, et en plus ce sont des pays nordiques, où il gèle, où il neige. Eh bien, dehors, par temps de neige, les enfants sont dans des berceaux, bien isolés, bien calfeutrés, ils sont bien habillés, bonnet, moufle, etc., écharpe, et ils font la sieste 2 heures ou 3 heures dehors l'après-midi. Ils sont toujours en vie. Tout va bien. Et ils sont, plus qu'en vie, ils sont bien portants. Comme certaines personnes qui se baignent dans la mer par grand froid en hiver. Ce sont des personnes qui sont souvent bien mieux portantes que les gens qui restent dans leur coin, sous leur couette, avec beaucoup de température autour d'eux. Alors, un dernier conseil pratique, voyez-vous, lorsque vous avez besoin de travailler, si vous télétravaillez par exemple, c'est plus compliqué à mettre en place au bureau, mais j'espère qu'on y viendra aussi. Lorsque vous télétravaillez à la maison,
N'hésitez pas à vous mettre une petite couverture sur les jambes, une étole, un châle, quelque chose qui couvre vos jambes jusqu'à vos pieds. Voilà. Mettez-vous dans un cocon de chaleur. Enfin, je terminerai par quelque chose d'un petit peu plus difficile à entendre peut-être pour certains, mais d'autres me comprendront. La chaleur est liée à l'individualité, est liée au moi, est liée à la force de l'être intérieur. Plus on est incarné convenablement, plus on a une individualité forte et présente, plus on agit en fonction de cette individualité, de cet être intérieur, et non de son mental, qui lui est froid et mort, plus on va développer de chaleur. Sur le plan du sentiment, la chaleur est liée à l'amour. On dit quelqu'un de chaleureux. Voilà. Quelqu'un de chaleureux, ça fait chaud au cœur. Eh bien oui, ça fait chaud au cœur. Quelqu'un qui développe, qui est une source d'amour, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime inconditionnellement, et quelqu'un qui pourra supporter des températures très froides. Il y a des gens qui n'ont jamais froid, c'est très rare. Ils ont froid quand ils sont malades et qu'ils ont la fièvre comme tout le monde. Mais il y a des gens qui ont très rarement froid, très très rarement. Ces gens-là sont tout simplement des gens qui produisent de la chaleur en quantité. Et cette chaleur, comme je vous le disais en commençant, si elle peut être produite matériellement par l'alimentation, si elle peut être produite énergétiquement par l'absorption du prana, elle peut être produite spirituellement par le développement d'une énergie, d'une vibration, si vous préférez ce terme, d'amour. Tous les sentiments élevés produisent de la chaleur à l'intérieur de l'être. L'amour, évidemment, c'est le nec plus ultra, mais aussi la gratitude, la joie, la confiance, l'espoir. Tous ces sentiments, ce ne sont pas des émotions, ce sont, à part la joie, ce sont des sentiments. C'est un ton au-dessus. Ça n'est pas quelque chose de fugace qui vient vous donner une information, ça c'est une émotion. Le sentiment, c'est, je dirais, un état dans lequel on se trouve. On est en amour, on est en état d'amour, on est en état de bien-être, on est en état de gratitude. Voilà. Eh bien tout ça, ça réchauffe de l'intérieur. Ça va vous réchauffer vous, et ça va aussi, vous allez le voir, réussir à réchauffer autour de vous. Dans une ambiance chaleureuse, amicale, où les gens s'aiment, où les gens partagent des choses, où les gens rient, quelquefois on est surpris d'avoir chaud, alors que le thermomètre indique 14 ou 15 degrés. Avoir chaud n'est pas une question de température, finalement. Je vous laisse méditer tout ça.